bien heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'accepter cette invitation. Merci de Ça m'avoir va invité. Et dans nos universités? Ça se passe très bien. Très bien. Ouais, on a vu la mobilisation hier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le combat pour la parité est encore loin d'être gagné. C'est le professeur Alpha Condé, le président de la République, qui le fait remarquer à l'université de Sonfonia, où il venait de recevoir le titre honorifique docteur honoris causa. Parmi les 9 membres du jury, une seule femme. À la clôture de ce mois consacré à la femme, ce déséquilibre nous paraît assez interpellant. Comment encourager l'équité au niveau de l'enseignement supérieur? Pour répondre à cette question, l'entretien de Coloma invite une dame dynamique, égérie de l'excellence féminine dans l'administration guinéenne. Madame Jenab Kamara est chef de cabinet au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bienvenue. Merci de nous accepter chez vous. Une fois encore, madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Camara. Très heureux de clôturer ce mois consacré à la femme, à l'autonomisation de la femme, à ses valeurs, à son potentiel avec vous. Mais qui aurait mieux conclu ce mois que le chef de l'État, auquel l'une des plus grandes, sinon la plus grande institut supérieur de formation ici en Guinée, a eu à décerner un titre honorifique, le titre d'honoris causa, mais tout de suite, sa réaction a été très interpellante. Parmi les 9 membres du jury, une seule femme. Est-ce le visage actuel de la présence féminine au niveau de la formation, au niveau de l'enseignement supérieur? Effectivement, monsieur Camara, c'est le visage actuel de la femme dans l'administration, dans le domaine politique, dans le domaine politique, donc dans tous les secteurs porteurs de notre économie. Et cela est visible autant plus au niveau des structures de formation supérieure. Vous l'avez remarqué, et le président de la République l'a signifié hautement, que nous avons une sous-représentativité des femmes au niveau de l'enseignement supérieur, tant au niveau des postes de prise de décision qu'au niveau du personnel d'encadrement. Nous avons un pourcentage de 2% de femmes enseignantes au niveau de l'enseignement supérieur. Et des femmes qui ont le grade de professeur, bon, vous avez vu, professeur Diallo était seul parmi le collège des professeurs qui ont bien voulu remettre le diplôme de docteur honoris causa à son Excellence, Monsieur le Président de la République. De ce fait, c'est vrai que nous avons fait des constats, mais ce qui nous anime au niveau de l'enseignement supérieur, c'est trouver des solutions pour parer à cela. Parce que ce n'est pas seulement un fait... Oui, mais cette réalité, est-ce que c'est le fait d'une discrimination ou bien c'est le fait, je ne sais pas, s'il faut parler de l'effort intrinsèque, nous sommes dans un domaine qui semble être ouvert à tout le monde. Vous savez, nous devons regarder le problème d'un angle qui vient vraiment, par exemple, de l'éducation à la base. C'est pour cela que nous encourageons qu'il y ait plus de jeunes filles qui soient scolarisées, parce que plus vous avez des jeunes filles au niveau du primaire, collège et qui sont... Voilà. Aujourd'hui, madame. Oui, mais le problème, c'est que nous voyons le taux impressionnant de jeunes filles au primaire et au collège, mais lorsqu'elles arrivent au lycée, ce taux diminue. Et à l'université, c'est encore moins. C'est un désintéressement, voilà, ou bien il y a des obstacles? Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Vous savez, la jeune fille est confrontée au mariage précoce. Lorsqu'à 15-16 ans, elle est confrontée au mariage précoce, à la grossesse précoce, ça a un frein sur son éducation, premièrement. Deuxièmement, il y a également le fait que lorsque la jeune fille également arrive à l'université, 22-23 ans, elle finit ses études, la priorité devrait être de continuer ses études pour pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Et encore une fois, le foyer est mis en avant par la famille, par la société. Donc, vous voyez que vous avez moins de femmes qui, lorsqu'elles finissent leur licence, par exemple, qui veulent continuer pour faire leur master ou leur doctorat. Et vous le savez, au niveau de l'enseignement supérieur, pour être enseignant,
il faut des grades. Et pour avoir des grades, il faut des diplômes et afférents. Et d'ailleurs, récemment, avec une de nos consoeurs qui d'ailleurs prépare une grosse émission autour de la présence de ces femmes-là au niveau de l'enseignement supérieur, ils nous ont fait remarquer qu'il y a un taux 10%, oui, et ce taux-là même est attaqué parce qu'il y a une chute, il y a des départs pour la retraite. Comment vous êtes en train de faire, d'abord répondre à cette préoccupation du chef de l'État, mais aussi ramener les femmes au premier plan et pour ne pas qu'il y ait ce décrochage scolaire au lycée? Déjà, ce qu'il faut féliciter, c'est la volonté politique d'avoir beaucoup plus de femmes dans l'administration en général, hein, parce que ce n'est pas seulement un phénomène de l'enseignement supérieur, dans l'administration en général et l'enseignement supérieur en particulier. Pourquoi c'est important? Parce que nous disons qu'il faut mettre un accent particulier sur l'éducation de base, je suis bien d'accord. Mais les instituteurs, les formateurs de nos enfants au lycée, au collège, sont formés au niveau de l'enseignement supérieur. Donc il est important d'avoir un nombre suffisant de formateurs qualifiés à l'enseignement supérieur pour qu'il y ait des retombées positives au niveau de l'éducation nationale. Et il a été prouvé que les femmes sont amenées à être beaucoup plus proches des étudiants, des élèves. La pédagogie est beaucoup plus facile. La tendresse. La tendresse, donc, parce que nous avons l'habitude, nous avons de nous occuper de nos enfants depuis très jeunes. Donc, comment améliorer le taux de femmes au niveau de l'enseignement supérieur? Premièrement, c'est déjà créer l'émulation. Les femmes qui y sont, les encourager pour qu'elles puissent obtenir les diplômes, pour obtenir les grades. Les étudiantes qui sont brillantes, pour leur ouvrir les portes de l'enseignement supérieur. Parce que, vous savez, malheureusement, le métier de l'enseignant n'est plus prisé comme avant. Malheureusement, voilà, c'est pas attrayant. Et donc, il faut que nous puissions motiver les étudiants, il faut motiver les enseignants déjà qui sont dans le système. Donc, je parlais d'émulation. En 2011, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, son Excellence Abdoulaye Baldé, a pris un arrêté pour mettre en place un prix de l'excellence des filles et des femmes dans l'enseignement supérieur. Donc, comme pour encourager les étudiantes, les braves étudiantes, pour continuer leurs études et également les enseignantes, les encourager, les motiver pour dire qu'elles ont un poids, elles contribuent effectivement à la qualification de l'enseignement supérieur. Donc ce prix depuis 2011 a été en place et nous récompensons surtout les femmes dans l'estime parce que notre politique au niveau de l'enseignement supérieur, c'est également de mettre un accent particulier sur les sciences, la technologie et l'ingénierie. Deuxièmement, nous avons également vu que le frein pour les enseignantes, pour accéder au grade, le financement. Beaucoup ont la licence, mais maintenant pour passer à l'étape du master ou du doctorat, il y avait un problème de financement. Et donc, supporté par l'État ou supporté par l'État. Donc nous avons mis en place un fonds que nous appelons l'initiative de développement des compétences des femmes dans l'enseignement supérieur pour accompagner les enseignantes qui n'ont pas encore leur master ou leur doctorat pour qu'elles puissent accéder au diplôme et ainsi pour monter en grade au niveau du système. Vous savez, il y a quelques temps, le ministre Baldé a pris un acte fort, un acte courageux pour dire que dorénavant, ne peut enseigner au niveau de l'enseignement supérieur que les détenteurs de doctorat. Donc, afin de ne pas discriminer une couche assez importante de notre système des femmes, qui a fait beaucoup de bruit, mais qui est nécessaire pour qualifier notre système d'enseignement supérieur. Parce que nous ne pouvons pas avoir des étudiants de qualité si nous n'avons pas des enseignants de qualité. Donc, c'est une initiative courageuse et je pense qu'il passe maintenant au niveau de l'enseignement supérieur et que tout le monde apprécie à sa juste valeur. Et pour que les femmes puissent ne pas se sentir discriminées par rapport à ça. Mais est-ce qu'elles elles-mêmes se sentent intéressées par cet avancement-là au grade supérieur? Elles sont très intéressées. Qui ne serait pas intéressé? Elles sont très intéressées de pouvoir contribuer à la qualification de notre enseignement supérieur. Comme je dis, il y a des freins. Il y a des freins du niveau culturel, au niveau de la société, et des freins au niveau financier. Et nous, le fonds est mis en place pour pouvoir répondre un peu à ces obstacles-là. Deuxièmement, il y a également un fonds que nous sommes en train de mettre en place, un fonds de recherche pour accompagner les femmes chercheuses. Parce qu'au niveau de l'enseignement supérieur, on met un accent particulier. Elles sont très rares, c'est des denrées rares, mais celles qui y sont très compétentes. Donc, pour pouvoir les accompagner, encourager et attirer les femmes au niveau de la recherche, ce fonds est mis en place
pour pouvoir les accompagner. Le fonds est déjà activé ou bien il faut attendre le fonds d'accompagnement pour l'enseignement supérieur pour les diplômes est déjà mis en place depuis 2 ans. Et nous sommes en train de travailler sur la mise en place du fonds de recherche pour accompagner nos braves enseignantes et nos braves chercheuses au niveau de notre système éducatif. Déjà, avec le prix d'excellence, est-ce qu'il y a déjà un impact? Est-ce que vous sentez un certain engouement? Oui, vous êtes là à veiller sur les statistiques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Il y a beaucoup de choses qui bougent parce que de plus en plus, les étudiants ont le courage d'aller vers les mathématiques. Nous avons organisé en décembre 2018 le Next Einstein Forum Guinée et la journée de l'innovation. Et nous avons vu dans les concours, nous avons beaucoup d'étudiantes qui faisaient les sciences, qui étaient intéressées par rapport à cette journée scientifique. Donc c'est encourageant. Nous avons eu des panels où nous avons mis en lumière des femmes chercheuses, des femmes enseignantes. Et les mettre en lumière, donner cette visibilité, donne le courage aux enseignantes, au courage aux étudiantes pour dire si elles ont pu le faire, si Dr Mariama Guirassy a pu être docteur, si Madame Bilisso est chercheuse au niveau du CERSCO, moi aussi je peux le faire. Et je pense que c'est le plus gros cadeau qu'on puisse offrir à nos jeunes filles, qu'il est important de prendre leur éducation entre les mains, que le destin, il faut prendre leur destin en main. Madame, c'est bien de faire l'effort pour atteindre la parité, amener le taux de présence féminine à ce niveau-là très élevé, pour ne plus qu'à la prochaine remise d'un prix honoris causa, on se retrouve avec une seule femme dans un groupe de 9 jurys. Mais est-ce que les femmes qui arrivent là à un certain niveau, est-ce qu'on leur confie quand même certains postes de responsabilité, vous voyez, comme responsable d'établissement, responsable en tout cas d'une entité, où oui, on sent que quand tu mets une femme là, elle peut faciliter la remontée des autres? Bien sûr, j'ai commencé qu'il y avait 2 volets. Il y avait les femmes au niveau des postes de responsabilité. Vous avez vu au niveau du cabinet du ministre, nous avons 3 femmes qui sont au niveau du cabinet. Nous avons une femme directrice générale de la recherche scientifique. Nous avons également, depuis l'année dernière, lors des nominations, des femmes vice-rectrices. La plupart des instituts d'enseignement supérieur, le secrétaire général est une femme. Donc tout cela pour les encourager, commencer petit à petit et pourquoi pas avoir de plus en plus jeunes. Et de plus en plus jeunes pour qu'elles puissent apprendre parce que pour ne plus qu'il y ait d'excuses dans 5 ans, dans 10 ans pour dire qu'il n'y a pas assez de femmes, il faut commencer déjà à leur donner des responsabilités dès maintenant. Donc de ce point de vue des postes de responsabilité, nous avons de plus en plus. Ce n'est pas assez, nous sommes conscients de cela, mais tous ces mécanismes sont mis en place pour qu'elles puissent avoir les diplômes nécessaires, elles puissent avoir les compétences nécessaires pour pouvoir jouer pleinement leur rôle lorsqu'on leur confie des rôles de responsabilité. Deuxièmement. Au niveau des enseignantes, j'ai oublié la question. Oui, au niveau des enseignantes, donc on leur confie des postes de responsabilité, des responsables d'établissement, responsables de chaire. C'est peut-être cela qui va susciter... Il y en a dans les institutions d'enseignement supérieur, des responsables de chaire, des vice-rectrices au niveau de l'université de Gama. La vice-rectrice chargée de la recherche est une femme. La secrétaire générale est une femme. La directrice de l'Institut de l'hôtellerie est une femme. Ce n'est pas assez. Donc nous nous battons au niveau de notre système, nous nous battons au niveau du cabinet pour identifier les femmes à fort potentiel que nous pouvons accompagner pour qu'elles puissent avoir des postes de responsabilité au niveau de l'enseignement supérieur. Le cas de Symphonia quand même est édifiant. Symphonia, c'est là où on a pratiquement les sciences sociales. Les sciences sociales, c'est le domaine où les femmes sont vraiment assez intéressées au niveau de l'enseignement supérieur. C'est établi. Dans le monde, qu'on ait juste une seule femme à ce niveau-là. Ça veut dire que le jour où le président va arriver dans les autres, parce qu'il a promis de faire le tour des universités, ça veut dire que... Mais c'est une bonne chose, au moins que le président de la République puisse voir de visu, de lui-même, le problème de la sous-représentativité des femmes. Donc pour nous, ça nous donne plus de force pour pouvoir mener encore, renforcer les politiques que nous avons mis en place. Pourquoi ne pas penser à des quotas? Pourquoi ne pas penser à la discrimination positive lors des orientations? Parce que là-bas, c'est là-bas aussi que ça se joue.
parce que nous recevons des bachelières. L'année dernière, je pense que nous avons eu à peu près 10 à 12% de bachelières qui arrivent à l'enseignement supérieur. Donc, il ne faut pas s'attendre à un nombre qui est assez important lorsqu'elles finissent leurs études. Donc, il y a là-bas, il y a à ce niveau, à cette étape qu'il faut aussi regarder. Pourquoi, voilà, au niveau secondaire, comment s'assurer peut-être qu'il y ait des discriminations positives, qu'il y ait plus de chances aux jeunes filles, aux bachelières, pour qu'elles puissent intégrer l'enseignement supérieur. Vous voulez parler de facilité, accepter au-dessous de 10 la moyenne pour accéder à l'université, madame? Pas 10 de moyenne, parce que nous voulons quand même qualifier au niveau de cela. Mais travailler conjointement, étroitement avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour accompagner les jeunes filles, qui est beaucoup plus de bachelières qui arrivent à l'enseignement supérieur. Ça nous facilitera la tâche pour avoir plus d'étudiantes et avoir plus d'enseignantes. Est-ce que c'est plus difficile quand on est fille d'avancer rapidement dans les études, de sortir avec un diplôme élevé? Est-ce que c'est plus difficile en Guinée? Bon, c'est plus difficile parce qu'il y a le poids de la société, comme je vous l'avais dit. Mais pour moi, ça ne doit pas être une excuse. Il faut avoir la persévérance, l'envie de réussir. Nous avons vu des femmes qui sont confrontées à beaucoup de maux et qui arrivent à pouvoir surmonter ces obstacles et réussir dans la vie. Et c'est le message que je passe souvent aux jeunes filles, aux jeunes dames, pour dire que ces obstacles doivent être des opportunités pour vous. Être une femme ne doit pas être une contrainte, mais une opportunité. Voir, lorsque vous avez été confronté au mariage précoce, à la grossesse précoce, c'est vrai, c'est un frein, mais vous devez aller au-delà. Si vous avez été confronté aux violences basées sur le genre, il doit y avoir des mécanismes qui peuvent vous accompagner pour que vous puissiez surmonter cela. Mais ce qui est important, c'est de donner tous les moyens possibles pour dire que je peux y arriver. Je suis confrontée, homme ou comme femme, je suis confrontée aux maux de la vie, aux obstacles de la vie, mais je refuse de me victimiser. Je refuse de me dire que le lendemain ne sera pas meilleur et je me dis que je vais prendre mon destin en main. Et c'est le message que j'aimerais vraiment passer aux jeunes dames, aux jeunes filles, pour dire que pour pouvoir contribuer effectivement au développement de notre pays, cette nation a besoin de nous, de cette grande couche importante de la société. Et malheureusement, la nature fait que peut-être que nous avons quelques obstacles, peut-être que nous avons quelques déficits basés sur la société, mais il faut que nous puissions relever tous les défis, il faut que nous puissions dépasser cela. Pour ne pas qu'on considère tout ça là comme bâti sur du vent, est-ce que vous avez été confronté à ces réalités, vous avez été amené à vous surpasser pour être là où vous êtes et surtout prouver là où vous êtes que oui, je mérite autant que l'autre d'être là et de jouer le rôle que je suis en train de jouer pour ma nation aujourd'hui? Vous savez, dès très jeune, je savais que j'allais compter j'allais contribuer au développement de mon pays d'une façon ou d'une autre. Donc, malgré les obstacles, malgré les difficultés que j'ai traversées, des difficultés très personnelles, des difficultés que les jeunes filles traversent dans la société, je me suis toujours battue pour dire que ces difficultés ne doivent pas être frein pour l'ascension professionnelle et sociale. Donc, les conseils que je donne aux jeunes filles, souvent, c'est que j'ai traversé les mêmes problèmes qu'elles ont traversés à l'école. J'ai traversé les mêmes problèmes qu'elles ont traversés à l'université et les mêmes problèmes qu'elles ont traversés peut-être dans le foyer. Donc je me sens mieux placée pour pouvoir les encourager dans ce sens. Et quand après l'université, s'il y a la réalité de l'emploi, comment faire pour ouvrir les portes et surtout gravir les échelons? Vous savez, la vie est faite de défis et de challenges. Mais ce qui est important, c'est comment relever ces défis, ces challenges. Il y a le premier défi d'être bachelier. Lorsque vous avez fini, c'est de finir vos études. Finir vos études, l'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle, comment accéder à des promotions. Que ce soit pour les femmes ou les hommes, c'est la même chose. Donc il faut avoir un acier de fer. Il faut avoir cette conviction que nous avons les compétences requises pour mener à bien les missions que nous sommes confiées. Vous parlez, il y a peu de volonté politique affirmée. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, les femmes ont leur rôle à jouer, c'est évident, mais est-ce qu'il y a des opportunités
qui s'offrent à leur ascension sociale? Les femmes ont toujours eu une opportunité et les femmes ont toujours joué un très grand rôle dans notre pays, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social ou économique. Donc il ne faut pas oublier de cela, nous ne parlons pas de rien. Et j'en profite vraiment pour féliciter et pour remercier encore nos mamans, nos devancières qui nous ont pavé le chemin pour que nous puissions avoir cette liberté d'expression que nous avons aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup plus de femmes qui ont des opportunités et qui saisissent ces opportunités. Et le fait marquant que je salue dans la société guinéenne en ce moment, c'est que les jeunes dames ont compris que rien ne peut les arrêter, que toutes les opportunités, elles peuvent aussi en profiter en serment d'éducation, de formation, mais également d'aspiration très forte de contribuer au développement de ce pays. Et comme je vous disais, au niveau politique, nous avons récemment vu les nominations de jeunes dames à des postes stratégiques de notre administration. Ceci est un symbole fort, que maintenant les jeunes et les femmes ont le courage d'aller dans l'administration parce qu'elles veulent que leur voix compte pour améliorer la gouvernance de notre pays et avoir cette Guinée émergente comme ce que veut le président de la République. On a commencé cette série en recevant une femme qui représente un collectif pas sans elle. Donc oui, madame, la Guinée va avancer avec vous. Merci pour votre participation à cette émission. Merci beaucoup, M. Camara, et à très bientôt. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro de l'entretien de Koloma qui boucle la série consacrée aux femmes égéristes, femmes symboles de la Nouvelle-Guinée, toutes jeunes, entreprenantes et très professionnelles. Merci de l'attention que vous continuez à nous accorder. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.